Les aiguilleurs du ciel, la grève du zèle commence demain matin. Le gouvernement prend des mesures pour limiter la pagaille. Peugeot Citroën, premier constructeur européen d'automobiles, le groupe vient de racheter les filiales européennes de Chrysler. À Rome, le conclave commencera le 25 août. Après la mort de Paul VI, les réactions des partis politiques italiens. Portugal, un nouveau Premier ministre, M. Nobre da Costa, la gauche hostile. Bonsoir. La grève des aiguilleurs du ciel, elle commencera dès demain matin, mais il y aura sans doute moins de perturbations dans le trafic et surtout moins de pagaille dans les aéroports qu'il y a 15 jours. Deux raisons à cela. D'abord parce que pendant ce week-end du 15 août, il y a 15% en moins du trafic aérien par rapport au grand départ en vacances à la fin juillet. Ensuite parce que le ministre des Transports, M. Joël Le Teul, a décidé ce matin un certain nombre de mesures pour atténuer les effets de cette grève du zèle. Il s'agit d'une restriction organisée du trafic aérien tout en prévoyant des mesures plus extrêmes en cas d'aggravation du conflit. Pour limiter les effets de la grève du zèle, M. Le Teul a annoncé une restriction organisée du trafic aérien après avoir négocié avec les compagnies, en particulier avec Air Inter. Pas question, a dit le ministre, de remplacer les contrôleurs civils par des militaires. Les mesures prises seront graduées selon la gravité de la situation. Dans un premier temps, les vols intérieurs assurés par Air Inter ou Air France pourront être progressivement supprimés, sauf les liaisons avec la Corse. Et si vraiment tout va mal, le ministre envisage de fermer purement et simplement les aéroports. En fait, on s'attend à une pagaille limitée, grâce aux mesures prises, bien sûr, mais aussi parce que le trafic sera moins chargé. Les responsables des aéroports de Paris feront un effort d'organisation. À Roissy et à Orly, ouverts jour et nuit. Les restaurants fermeront plus tard, la Croix-Rouge installera des postes de secours et le nettoyage sera mieux assuré. Cela dit, si Air France essaiera de transporter tous ses passagers, les compagnies étrangères redoutent d'importants retards dans les transports européens. De leur côté, les contrôleurs aériens réunis avec le SNPL, le syndicat des pilotes de ligne, cet après-midi, ont tenu à préciser qu'ils n'étaient pas des pagailleurs du ciel. S'il est vrai que les limitations que nous avons imposées ont causé des retards et des annulations de vols, la pagaille dans les aéroports est essentiellement due au fait que les compagnies n'annoncent pas ces retards et ces annulations, laissant croupir les passagers dans les aérogares. Il ne devrait pas y avoir de pagaille, tel que vous le dites, tel que nous l'avons constaté, tel que nous l'avons vécu également, lors du prochain conflit dû à cette grève du zèle. Parce que nous connaissons ce que les contrôleurs aériens organisent. Ils veulent prendre en charge 8 avions à la fois. En conséquence, il est possible pour les compagnies aériennes de sélectionner les vols qui correspondront à cette capacité. En quelque sorte, les responsables de ces compagnies, aidés sans doute par les ingénieurs de la navigation aérienne, pourront mettre sur pied un plan convenable qui devrait satisfaire les usagers du transport aérien, que sont les passagers, et que sont également, ne l'oubliez pas, les navigants. Quant aux négociations entre les aiguilleurs du ciel et le ministre, elles ne sont pas complètement bloquées. Des conversations téléphoniques sont en cours, a dit M. Le Teul, mais elles n'aboutiront que si le travail reprend normalement. Il reste que chacun demeure sur ses positions, et l'on voit mal comment, dans ces conditions, une issue pourrait être trouvée au conflit. La possibilité de vol. À propos d'aviation toujours, sachez que le 20 septembre prochain, Air France ouvre une ligne pour Concorde, une nouvelle ligne, Paris, Mexico via Washington. Cette nouvelle ligne sera desservie 2 fois par semaine. Les réservations sont ouvertes dès lundi. Prix du billet aller simple, 5 030 francs. Boire ou conduire, j'hésite, dit le consommateur passablement éméché dessiné par notre ami Gus. Chacun sait qu'il ne faut jamais hésiter dans ce cas-là. D'autant plus que les opérations alcotest préventifs ont commencé en France. Après une première expérience en Alsace, il y a quelques jours, les contrôles pour dépister les conducteurs en état d'ivresse se sont étendus aujourd'hui à la Seine-Saint-Denis, au Hauts-de-Seine, en Gironde et dans l'arrondissement d'Arras. En fait, il s'agit plus d'une campagne d'information que de véritables contrôles, mais il s'agit tout de même de souffler dans un ballon. Jeu jadis innocent que l'on gonflait sans arrière-pensée, le ballon est devenu l'ombre qui plane sur les automobilistes français et soulève parfois dans l'haleine du vent, pour certains philosophes qui n'ont sans doute jamais eu d'accident, des problèmes de liberté individuelle.
La crainte distillée par la baudruche administrative, pour ceux pour qui le petit dernier pour la route est depuis longtemps une seconde nature, va impliquer un réel changement des habitudes. Le petit ballon de rouge devra être mesuré à l'approche des 0,80 g tolérés qui pourront maintenant à tous les moments être contrôlés, accident ou pas, et ça n'est pas du goût de tout le monde. Pour ma part, je trouve que c'est pas trop mal, mais le faire intelligemment sur des circuits, disons où les gens roulent assez vite sûrement, mais à la sortie des usines ou des trucs comme ça, un ouvrier, c'est stupide. Prenez-moi par exemple, je travaille la matinée, si je vais au café, je veux boire un Ricard. Je veux sortir, je vais aller un peu plus loin, je vais boire un demi ou un alcool, on va me souffler dans le ballon, je vais avoir le 0,80 g ou plus, je pense que c'est stupide, je serais pas pour ça. Moi, je suis à peu près du même avis, je crois qu'on ne peut plus vivre, on ne peut plus manger, on ne peut plus rouler en voiture, on ne peut plus rien faire à ce compte-là. Est-ce que vous ne croyez pas que les morts sur la route, ça implique qu'on prenne des précautions quand même? Évidemment, il ne faut pas exagérer non plus, il ne faut pas qu'il y ait des mecs qui soient complètement défoncés, conduire une bagnole, évidemment, ça faut faire quelque chose, mais pas... Là, c'est vraiment... Atteinte à la liberté. Foutre le drague à tout le monde. Atteinte à la liberté. La liberté pourtant, ça n'est pas de tuer les gens. Ils sont de plus en plus nombreux, ceux que le petit verre dans le nez au volant ne fait plus rire, quand il est responsable de plus de 5000 morts et de 100 000 blessés par an. N'en déplaise à ceux qui prétendent tenir l'alcool mieux que les autres ou qu'un petit verre en plus n'a jamais fait de mal à personne. C'est faux. Il fait mal, et trop souvent, aux autres, à ceux qui n'étaient pas invités au mariage, à la fête ou à la communion. Il y a des petits verres qui tuent sans que l'on puisse pour cela invoquer la fatalité. Il y a des accidents criminels qu'il faut empêcher. Les contrôles alcotest se feront désormais avant l'accident et nous sommes sur place pour que cela se sache. Vous le gonflez au maximum. Allez-y encore. Top, merci. Ah, franchement. Merci. Alors, à partir du moment où vous avez bu de l'alcool, cette partie-ci doit verdir. À partir du moment où on n'avait pas bu d'alcool, cette partie doit rester vierge. J'ai bu un quart de verre de vin. Et c'est le cas pour vous. Bon, ça va. En vous remerciant. Merci. Merci, vous disposez. C'est rapide, ça va bien. Est-ce que vous croyez que c'est utile? Oui. Oui, c'est utile. Est-ce que vous êtes préoccupé par les accidentés de la route, le nombre de morts? Oh oui, surtout que par ici, il y en a pas mal. J'en ai vu pas mal. Ça piège pas mal de personnes, qui est un peu logique, parce qu'il y a un peu trop d'abus, trop d'accidents sur les routes dû à l'alcool. Au-dessus de 0,80 g, des peines sévères sont prévues, immobilisation du véhicule, amende et même annulation du permis de conduire. Il n'y a plus le choix, boire ou conduire, il faudra choisir. Voilà, c'est dit. Naissance du premier constructeur européen d'automobiles cet après-midi avec un accord signé entre Peugeot Citroën et Chrysler. La firme française vient en effet d'acheter l'ensemble des filiales européennes de Chrysler pour 230 millions de dollars, plus d'1 milliard de francs actuels et 1 800 000 actions nouvelles. L'accord réalisé il y a 2 ans entre Peugeot et Citroën avait déjà constitué le premier groupe automobile français. En reprenant aujourd'hui les filiales européennes de Chrysler, Peugeot Citroën devient non seulement le premier constructeur européen, mais aussi le 4e fabricant mondial derrière la General Motors, Ford et Toyota. C'est donc une alliance de tout premier ordre qui s'est réalisée aujourd'hui. D'un côté, Peugeot Citroën, 1 518 000 véhicules construits l'année dernière et 184 000 salariés. De l'autre, Chrysler Europe, 774 000 véhicules et 77 000 salariés. Ainsi réunis, ils pourront proposer à leur clientèle plus de 70 modèles différents. L'accord conclu prévoit que les 3 marques garderont leur personnalité, mais précise qu'il favorisera la rationalisation des fabrications et une standardisation plus poussée. Dans la soirée, on a appris que le gouvernement britannique n'avait pas encore donné son accord à ce transfert de la filiale britannique de Chrysler Europe à la firme française Peugeot Citroën. Chez Manu France, 334 employés vont recevoir demain matin leur lettre de licenciement. Ils doivent quitter l'entreprise conformément aux exigences du plan de redressement présenté par le nouveau PDG, M. François Gadot. Demain, assemblée générale des actionnaires de Manu France et sans doute un tournant décisif pour l'application de ce plan de redressement avant le déblocage du prêt de 8 millions de francs qui doit aider l'entreprise.
Le dollar, toujours en baisse à Paris. Cet après-midi, il s'est échangé entre banques à 4 francs 35. Le franc français, en revanche, a fait preuve de fermeté. Léger repli du Deutschmark à 2 francs 19. Monsieur Raymond Barre a passé sa journée dans le Calvados. Bien que son voyage ait commencé par Trouville et Deauville, ce matin, il ne s'agissait pas de vacances, mais d'une véritable journée de travail avec la rencontre d'élus locaux. Une nouvelle fois, le Premier ministre en a appelé à l'effort des Français, stigmatisant les cortèges des revendicateurs et le cœur des pleureurs qui ne construisent pas le pays. Il a déclaré également que le gouvernement voulait favoriser le tourisme à la campagne. Première étape ce matin, Trouville. Monsieur Barre affirme que la lutte contre la pollution en Basse-Seine s'intensifie. Puis, au pas de course, inauguration de la gendarmerie de Deauville, flambant neuve, et réponse à Madame Dornano à propos des problèmes régionaux. Pour le Premier ministre, l'avenir de la France, c'est son propre effort. Le monde est nouveau, la France doit s'adapter à la compétition internationale. Monsieur Barre a déjà dit cela, il fait maintenant volontiers cet appel à l'effort. Autre étape, Vire, chez Monsieur Stirn. Là, il est question de tourisme, c'est un moyen de développer le monde rural. Nous ne pouvons pas continuer à penser que le développement économique et social, c'est seulement l'industrie et la création d'emplois industriels. Il faut non seulement continuer à développer notre industrie, parce que nous en avons besoin dans la compétition internationale, mais il nous faut redonner vie aux zones rurales. Utiliser toutes les possibilités que nous offrent les activités tertiaires et surtout créer partout les conditions nécessaires à la naissance d'initiatives locales, qu'elles soient collectives ou qu'elles soient individuelles. Initiative privée, M. Barre a vu de près l'un des gîtes ruraux créés dans le département du Calvados. Le Premier ministre sera sans doute satisfait de sa visite normande. Ses hôtes ont tous salué la qualité du travail du Premier ministre. Il est vrai que deux d'entre eux, M. Dornano et M. Stirn, font partie du gouvernement de M. Barre. L'actualité politique en France aujourd'hui, eh bien, c'était avant tout les commentaires après la rentrée télévisée de Georges Marchais dans l'émission Question de temps sur Antenne 2 hier soir. Le secrétaire général du Parti communiste, en répondant à Jean-Pierre Elkabbach et aux 4 journalistes présents, a d'abord repoussé les attaques personnelles dont il a fait l'objet dans l'hebdomadaire L'Express. En fait, elles visent le Parti communiste, ces attaques, a-t-il dit. Georges Marchais a réexpliqué que la responsabilité de la rupture de la gauche incombait au Parti socialiste et aux radicaux de gauche. Et il a déclaré également qu'il n'y avait pas de crise à l'intérieur du Parti communiste, mais qu'il y avait simplement un grand débat, normal, même si certains militants n'étaient pas d'accord entre eux. Ces camarades qui ont douté au fond de notre politique et de notre action l'an dernier pour ramener le Parti socialiste à l'union et au programme commun quand il s'en est écarté avec les radicaux de gauche, je pense que ces camarades ne vont pas manquer de réfléchir aujourd'hui quand ils voient que l'un des 3 partenaires de la gauche, dont on voit d'ailleurs la photo, je pense que la caméra devrait montrer, quand on voit que l'un de ces 3 partenaires fait pratiquement partie du gouvernement. Il n'est pas ministre, mais il est chargé de mission par M. Giscard d'Estaing. Et le mouvement des radicaux de gauche, aujourd'hui, s'est contenté d'une simple réprobation morale et n'a pris aucune sanction. Non pas que je souhaitais des sanctions contre femmes, non, c'est pas mon problème. Il n'est pas radical de gauche, il n'est pas communiste, il est radical de gauche. Mais voilà, un des 3 est maintenant dans la majorité. Philippe Arroir a réussi à joindre Robert Fabre ce matin pour lui demander de réagir à ces propos de Georges Marchais. L'ancien président des radicaux de gauche a déclaré qu'il ne voulait pas entretenir la polémique et qu'il ne dirait rien avant quelques jours. Il sera intéressant de savoir si François Mitterrand répondra, lui, à ces propos de Georges Marchais. Décès de Marie-Thérèse Ekem. Mademoiselle Marie-Thérèse Ekem est morte hier des suites d'une longue maladie. Elle avait 64 ans, secrétaire nationale du Parti socialiste. Elle avait été chargée, entre autres, par François Mitterrand de suivre l'évolution des problèmes des chrétiens. Le Portugal a un nouveau Premier ministre, M. Alfredo Novré da Costa.
Il a été désigné hier soir par le président de la République portugaise. Il s'est mis dès ce matin au travail, il a commencé à consulter pour former son gouvernement. Et contrairement à ce que l'on pensait, ce n'est ni un socialiste, ni un militaire, ni un homme politique d'expérience. Ce serait plutôt, disons, un technocrate indépendant des partis. L'homme que l'on n'attendait pas, Alfredo da Costa, arrive donc sur le devant de la scène portugaise avec une solide réputation de technocrate. Dès sa première déclaration, il définit la tâche prioritaire du futur gouvernement, sauver le Portugal de la banqueroute, augmenter la productivité des entreprises, actuellement la plus basse d'Europe. Indépendant de tout parti politique, Alfredo da Costa n'est pas un inconnu au Portugal. Pendant quelques mois, à partir de mars 1977, il a été ministre de l'Industrie dans le cabinet de Mário Soares. Mais les deux hommes suivaient des voies trop divergentes pour que leur cohabitation subsiste. Proche du patronat, M. da Costa a combattu les nationalisations après la révolution d'avril 1974. À gauche, on se montre réservé au Parti socialiste et ouvertement critique du côté communiste. Le leader du PC, Álvaro Cunhal, estime que M. da Costa n'est vraiment pas l'homme capable de résoudre la crise économique portugaise. En fait, seule des 4 grandes formations politiques portugaises, le Parti libéral CDS, approuve le choix fait par le général Eanes. Nous pensons que c'est un bon choix et que le nom du Premier ministre est susceptible de recueillir l'appui des forces démocratiques portugaises. À Rome, c'est le 25 août prochain, le vendredi 25 août, que s'ouvrira le conclave au cours duquel sera choisi le successeur du pape Paul VI. Les obsèques solennelles du souverain pontife et son inhumation dans les caves du Vatican, un emplacement d'ailleurs qu'il avait choisi il y a 4 ans. Ces obsèques auront lieu samedi. Elles seront retransmises dans la soirée en direct sur Antenne 2 avec des commentaires de Raymond Tortora et de Jean-Claude Darigo. Toute la journée aujourd'hui, des fidèles ont défilé dans le silence de la basilique Saint-Pierre de Rome où repose la dépouille mortelle du pape. Pendant ce temps, sur les murs de Rome aujourd'hui, les affiches en caractères noirs ont été placardées par les communistes pour exprimer leur douleur devant la mort de Paul VI. Victor Vramont, notre correspondant permanent à Rome, a voulu savoir comment réagissaient les communistes italiens à la disparition du pape. Lorsque Rome se donna un maire pro-communiste, que l'on voit ici rendant hommage à la dépouille mortelle de Paul VI, il eut une certaine appréhension. Est-ce que l'Église allait conserver ses privilèges dans la ville éternelle? Et puis finalement, ce sont des rapports courtois qui s'établirent entre le Vatican et le conseil municipal de gauche. Le maire fut reçu 2 fois par Paul VI. Je dois dire que j'étais impressionné par l'affabilité du pape, par la sensibilité du pape au problème de la ville de Rome. Et pas seulement pour la sensibilité, mais aussi pour la compétence. Il connaissait très bien la situation et on a pu parler des choses concrètes, n'est-ce pas? Et je dois dire encore que plusieurs fois, le pape a tenu à répéter que le pouvoir civil de la ville serait complètement respecté par le Vatican. L'Église intervint pourtant à différentes reprises dans les affaires italiennes. Il y a 3 ans, l'Église essaya d'abroger par référendum la loi qui instituait le divorce en Italie. Ce fut un échec. Alors que le Parlement s'apprêtait à voter la loi sur l'avortement, l'Église menaça d'excommunication ceux qui auraient pratiqué ou favorisé un avortement. Les députés démocrates chrétiens eurent de graves problèmes de conscience. En pleine campagne électorale, le cardinal vicaire de Rome, Ugo Poletti, expliqua qu'on ne peut pas voter communiste lorsqu'on est catholique. Mais l'attitude de l'Église s'est sensiblement adoucie entre-temps. Est-ce que c'est toujours un péché en Italie que de voter communiste? Non, je pense que non, parce que les congrès ecclésiales sur évangélisation et promotion humaine de l'Église italienne a reconnu que tous les croyants peuvent voter pour tous les partis, y compris les partis communistes, à la condition que les croyants défendent sa foi, c'est naturel, et sa appartenance à la communauté ecclésiale. Alors, pour nous, cette attitude de l'Église, c'est très correct. Cela peut paraître étonnant, mais ce matin, dans les rues de Rome, on a vu des affiches du Parti communiste italien rendant hommage à la personne de Paul VI, à son action en faveur du dialogue et de la compréhension entre les peuples.
Oui, je trouve naturel que la Fédération des partis communistes italiens de Rome a rendu hommage à Paul VI, parce que mon parti n'est pas un parti idéologique, mais un parti essentiellement de masse. Et alors ils comprennent des croyants et des non-croyants. Mais je puis souligner qu'ils comprennent surtout des croyants. C'est un fait. Des millions de catholiques votent communistes. Personne ne peut l'ignorer, ni le Parti communiste, ni le Vatican. Alors les communistes italiens cherchent le dialogue avec l'Église, qui ne peut plus jeter l'anathème sur les marxistes. Et cela n'étonne pas en Italie quand le Parti communiste exprime ses regrets et son admiration après la mort du pape Paul VI. Vacances africaines pour le président de la République. Accompagné de son fils Henri, il vient de quitter Paris pour quelques jours à destination de l'Empire centrafricain. Il terminera ses vacances en Auvergne avant de regagner la capitale pour le Conseil des ministres du 24 août. Le chef de l'État a sans doute déjà noté sur son agenda, à la date du 4 septembre, un rendez-vous avec le président égyptien Sadat. Le président égyptien fera escale à Paris avant de se rendre aux États-Unis, à Camp David, pour y rencontrer Jimmy Carter et Menahem Begin. De l'étranger, encore ces quelques télégrammes. Explosion nucléaire en Union soviétique dans la région de la mer de Barents. C'est un institut suédois qui l'a enregistré sur ses appareils de contrôle avec une intensité de 6,2 sur l'échelle Richter. Le Japon accepte de signer un traité de paix avec la Chine. Traité de paix et d'amitié, négocié en ce moment même à Pékin. Il sera signé officiellement dans les jours qui viennent. Le feuilleton Christina Onassis-Sergei Kaouzov, le mari de la dame, ce feuilleton continue. Madame Onassis est partie de Moscou, interrompant son voyage de noces. Elle a fait escale à Athènes pour consulter le clan familial. Elle est à Londres en ce moment et elle va sans doute repartir pour la Grèce ce soir. Elle est passée par ici, elle repassera par là. Et son mari, en Union soviétique, l'attend. Victor Louis, le journaliste soviétique le mieux informé, a même expliqué que les époux ont des conversations téléphoniques passionnées plusieurs fois par jour en ce moment. Un détail qui nous renseigne à la fois sur la vie du couple et sur les écoutes téléphoniques en Union soviétique. Une prison où il est aussi facile de se procurer une arme qu'une brosse à dents. Cela n'existe pas, allez-vous me dire? Eh bien si, et c'est même une école du crime. Il s'agit de la prison d'Atlanta en Géorgie, aux États-Unis. Un ancien détenu vient de faire des révélations assez extraordinaires. Jugez plutôt. Tout le monde y est armé, sauf les gardes. Pour 500 $, on peut acheter un détenu pour en faire exécuter un autre. Alors notre confrère aux États-Unis, Jacques Segui, a réussi à pénétrer dans cette prison d'Atlanta. Il y a même rencontré un Français, André Ricor, qui purge une peine de 20 ans pour trafic de drogue. Le pénitencier d'Atlanta est considéré comme l'un des plus durs, les plus stricts aux États-Unis. Il y a ici 2200 prisonniers condamnés pour hold-up et pour trafic de drogue. Cette prison a fait la une des journaux américains il n'y a pas longtemps, à la suite de l'assassinat dans sa cellule de Dominique Orsini, un Français condamné pour trafic de drogue. Il y a ici 5 Français condamnés aussi pour drogue, appartenant plus ou moins à la fameuse French Connection, et parmi eux, André Ricor, condamné à 20 ans, et qui aujourd'hui nie farouchement être lié à toute affaire de drogue. Une prison surpeuplée avec 500 gardiens pour des hommes condamnés au moins à 10 ans de prison. La plupart d'entre eux, c'est une moyenne, ont eu affaire 7 ou 8 fois à la justice. Le Français André Ricor, extradé du Paraguay il y a 6 ans, est aujourd'hui au cachot. Orsini a été tué par un autre prisonnier et on ne peut rien dire avant la fin de l'enquête. Et son cousin, un autre Orsini, a quitté cette prison. Oui, car il fallait assurer sa protection. Et Ricor est au cachot. His cousin, other Orsini, have moved now from this jail. We felt it was necessary just to ensure his cousin's safety. We moved him to another federal prison. Yeah, and Ricor now is in a special cell. Yeah, Mr. Ricor. Oui, Monsieur Ricor est dans une cellule spéciale afin d'assurer sa protection et avant d'être déplacé vers une autre prison. Until we can move him to another prison. Then why all those protection around the French? Well, not necessarily so much around the French, but in this particular case, because of what Orsini... Non, il n'y a pas une attention particulière portée aux Français. Mais comme on ne sait pas s'ils sont impliqués dans cette affaire, nous avons pensé qu'il fallait être prudent et éviter ainsi un autre meurtre.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Orsini? Orsini, il est à El Reno. Il est bien. Et celui qui a été tué? Son oncle. Je crois. Pourquoi il a été tué? Mais je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Vous connaissez Ricord? Ricord, yeah. Il est bien. Toujours. Vous connaissez? Non. Voilà. Il y a beaucoup de Français dans cette prison ici. Non, pas tant que ça, il y en a 3 ou 4. Il y en a beaucoup qui sont partis. Tous inculpés pour drogue? En principe, je crois que oui. Comme Orsini? Ouais. Elle est dangereuse, cette prison? Ils en ont déjà tué pas mal. Est-ce que vous avez peur, vous? Non. Pas du tout. Au contraire, je demande à qu'ils me remettent en population. Moi, j'ai jamais fait de mal à personne. Mais enfin, en ce moment, on vient de vous mettre dans un cachot. À protection, changement, c'est la protection. Mais j'ai même pas besoin de protection non plus. C'était dû à quoi, à votre avis, tous ces mouvements dans cette prison? Parce qu'on en a tué 5 ou 6 en peu de temps. Pour ça, sûrement. Il n'y a rien pour tout ça. Avec ce procès qui se passe en ce moment en France... Eh oui, mais ça n'a rien à voir, ça ne peut rien avoir avec moi, vous comprenez, puisque j'étais au Paraguay. Il y a 20 ans que je suis en Amérique. Oui, mais les Français qui faisaient passer de la drogue l'acheminaient aux États-Unis. Oui, jamais là-bas. Et pourquoi pas par le Sud? Ce serait une... L'Amérique. Mais ce serait prendre double risque, triple risque. Alors ça ne convient pas, parce qu'il faut qu'elle termine aux États-Unis. Il n'y a qu'un fou qui peut faire venir de la drogue en Argentine ou n'importe quel autre pays. Même s'il a rentré au Mexique, par exemple. 20 ans au Mexique, alors pourquoi la faire rentrer au Mexique? On va par les États-Unis, qu'il y a des chemins de tous les côtés, le Canada, vous comprenez? La justice fédérale américaine n'a pas la preuve que les meurtres de la prison d'Atlanta sont dirigés de l'extérieur. Mais l'avocat d'Orsini, ayant été lui aussi assassiné quelques semaines avant son client, elle a la conviction que les événements de la prison d'Atlanta sont le prolongement des luttes d'influence que se livrent les gros bonnets de la drogue. Ricord nie depuis près de 10 ans être mêlé à ces trafics, mais il a été condamné à 20 ans de prison. Et Dominique Orsini a été tué dans sa cellule alors qu'il était sur le point de faire des révélations sur l'une des filières de la drogue. Championnat du monde des échecs, 11e partie, Karpov a commis une erreur et perdu une tour. Selon les experts, le champion soviétique serait dans une position critique par rapport à Korchnoi, tellement défavorable d'ailleurs que Karpov a abandonné au 51e coup. Les deux joueurs sont donc maintenant à égalité, une victoire partout. Il y avait un tiercé aujourd'hui, il se disputait à Enghien dans la 4e course. La combinaison gagnante, c'est le 25, le 9 et le 20. Vous voyez ici les rapports pour 5 francs. Dans l'ordre 5 972 francs 50 et dans un ordre différent, 1194 francs 50. Avant la météo, rapidement le point sur les incendies de forêt. En Corse, la chute du vent et surtout la lutte acharnée des sauveteurs font qu'actuellement la situation semble s'être stabilisée. Toutefois, de nombreux foyers subsistent encore et notamment un point noir, la forêt de Ghisoni dans le centre. Et la météo prévoit pour demain des rafales de vent de force 7. Dans les Alpes, l'amélioration du temps a permis aux sauveteurs de localiser 2 alpinistes italiens, mais il y a toujours une dizaine d'alpinistes en détresse dans le massif du Mont Blanc. Les prévisions pour demain, le temps s'améliore un peu, du soleil sur la moitié sud, mais des brumes et des brouillards dans le nord, le centre et le sud-ouest. Quelques averses le matin sur le nord-est, température en hausse. Ce sera Hervé Claude qui vous présentera le dernier journal vers 22h30. Je vous souhaite une très belle soirée sur Antenne 2.